Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Maintenant, on va parler de la Guinée-Conakry. Alors, le 19 février 2024, le général Mamadi Doumbouya a dissous le gouvernement de transition. Et selon certaines indiscrétions, plus de la moitié des ministres issus de l'ancien gouvernement ont été reconduits dans le nouveau gouvernement, dont le premier ministre est Bahouri, un ancien membre influent du principal parti politique de l'opposition, qu'est l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, de Cellou d'Alain Diallo. Alors, justement, la semaine passée, l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, une coalition de l'opposition et de la société civile, a rencontré le Premier ministre Bahouri sur les questions importantes de la crise en Guinée-Conakry. L'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, exige toujours le retour à l'ordre constitutionnel. En gros, Soumane Konaté, un homme politique de l'UFDG, en gros, quelles sont les clauses de cette rencontre avec le Premier ministre Bahouri? Écoutez, on a reçu un courrier du Premier ministre Bahouri invitant les coalitions politiques à le rencontrer. Nous l'avons accepté parce que nous avons toujours dit du côté de l'ANAD qu'on veut un dialogue franc, honnête et constructif pour discuter des questions essentielles de la transition et permettre à ce que la Guinée réussisse cette transition, parce qu'on en a connu deux par le passé, malheureusement, qui se sont soldés par des échecs cuisants. Donc on allait rencontrer le Premier ministre Bahouri, mais avant il a accordé une interview à RFI où il disait que il n'est pas question pour les militaires de quitter le pouvoir comme convenu dans un accord avec la CEDEAO le 31 décembre 2024, ce qui a choqué la classe politique parce que cet accord a été obtenu de commun accord avec la CEDEAO et qui avait retenu 10 actions pour nous permettre d'aller tranquillement vers le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il a invité les coalitions pour préciser le fond de ses pensées et une fois arrivé, il nous informe que voilà, et on ne peut pas tenir les élections communales, législatives et la présidentielle à bonne date parce que simplement ils sont en retard dans l'exécution de ces différentes activités. Cette année, on n'aura que le référendum constitutionnel, c'est que les acteurs politiques ne l'avons pas accepté. La nomination de Bahouri a suscité quand même beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, sur nos compatriotes parce que c'est un homme d'expérience issu du milieu politique et la Guinée aujourd'hui, malgré les apparences, nous sommes assis sous une poudrière. Ça ne va pas dans le pays, la justice est totalement inféodée à l'exécutif. Il y a les arrestations et les détentions arbitraires, les principaux acteurs politiques et sociaux sont contraints à l'exil, les acteurs pas les moindres, n'est-ce pas, ont été un moment détenus à la maison centrale de Koronti sans qu'aucune notification ne leur soit signifiée et certains même ont perdu la vie sous le CNRD. Nous dénombrons aujourd'hui plus de 52 jeunes Guinéens froidement et lâchement assassinés à l'occasion des manifestations politiques, des jeunes gens pour lesquels il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'un semblant de procès pour situer les responsabilités. Aujourd'hui, le pays va très mal sur le plan social. Le sac de riz s'est négocié à 350 000 francs dans le Grand Conakry. À l'intérieur du pays, ça va jusqu'à 380 000 francs. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat du Guinéen se rétrécit. Les Guinéens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. L'électricité se fait de plus en plus rare. Le délestage électrique répond de plus belle aux grandes dames des ménages et des entreprises. Donc, c'est dans ces conditions explosives que Bahouri a été nommé. Les gens ont estimé que ça peut contribuer à apaiser la situation. Mais malheureusement, il est en train de dire ce que les militaires eux-mêmes n'osent pas dire. C'est-à-dire le report, n'est-ce pas, des élections, c'est qu'il ne va pas être accepté au niveau des formations politiques. Et la jeunesse, comme je le rappelais tout à l'heure, est en train de s'organiser parce que la victoire, n'est-ce pas, de Pastèque au Sénégal donne de l'air, n'est-ce pas, de résistance, n'est-ce pas, à nos compatriotes. Nous sommes en train de nous organiser. Les prochains jours, on n'hésitera pas de lancer des mots d'ordre de manifestation parce que pour nous, il n'est pas question de laisser une nouvelle fois une dictature s'installer dans notre pays parce qu'on a payé très cher pour cela. Donc, en gros, cette rencontre n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose. Et d'autant plus que la composition du gouvernement a choqué également le peuple de Guinée. Et ce gouvernement a été dissous parce que tout simplement, il y avait des guéguerres au plus haut sommet de l'État. Le ministre de la Justice qui qualifiait ses homologues du gouvernement étant des corrompus. Il a sorti des documents sur des marchés de gré à gré, n'est-ce pas, qui donnent des mots de tête. L'enrichissement illicite, la corruption bat le record en Guinée. Et Mamadi s'était positionné comme un homme vertueux, un homme qui va lutter contre la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il est en train de faire la même chose, sinon pire que le régime qu'ils ont évincé le 5 septembre. Et ces ministres déçus-là, quand le gouvernement était déçu, ça donnait beaucoup d'espoir aux Guinéens pour rectifier la transition. Malheureusement, il y a 14 de ces ministres qui ont repris leur poste et
comme pour dire aux Guinéens, il faut continuer à dormir. L'essentiel pour eux, c'est de continuer à s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les dernières statistiques, depuis 2 ans, 29 000 jeunes Guinéens sont sortis du pays pour aller en Occident à la recherche du bonheur. Et parce que tout simplement, la gouvernance du général Mamadi Doumbouya ne donne plus d'espoir. Le désespoir s'installe, la précarité économique s'installe dans le pays. Pendant ce temps, on vous parle d'enrichissement illicite, on vous parle de corruption. Le dernier scandale en date, c'est plus de 270 millions de dollars que 3 personnes ont pu prendre et disparaître sans que la justice ne se bouge. Donc, c'est dans ce contexte explosif que nous nous retrouvons. Et nous, du côté de la NAD, on s'est retrouvés, on a dit qu'il n'est pas question de laisser cette nouvelle imposture passer. Les prochains jours, nous allons nous retrouver avec nos autres collègues du FNDC et des forces vives pour définir la marche à suivre. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, l'exemple de Sonko, la résistance de la jeunesse et du peuple sénégalais inspire beaucoup de. Nous allons continuer à nous organiser et à nous battre, comme on l'a fait avec M. Alpha Condé quand il avait commencé son projet de 3e mandat. D'accord. Alors, Dr Yves Kouamaiso, un grand panafricain et togolais d'ailleurs, vous avez écouté le Guinéen, l'homme politique, Souleymane Konaté de l'UFDG, le plus grand parti d'ailleurs, sa langue de bois, Guinée-Conakry. Là, la transition est très critiquée par des Guinéens d'abord, aussi par d'autres panafricains. Rien ne va plus avec cette transition militaire du général Mamadi Doumbouya qui, finalement, le 19 février 2024 a dissous le gouvernement. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure, pratiquement plus de la moitié des ministres ont été reconduits. Quel regard portez-vous sur cette situation à Guinée-Conakry, Dr Yves Kouamaiso? Alors, c'est un regard plutôt triste parce que dans mes anciennes activités, j'étais aux Nations Unies dans l'industrie et dans l'entrepreneuriat. Et la Guinée a été un des pays que j'ai couvert. Je peux même être relativement fier que le premier projet qui a été financé pour les femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires en Guinée, je suis à l'origine de cela et notamment par les financements de la Banque africaine de développement. Donc, je connais bien la Guinée, Conakry, la baie, Cancan. Et ça me désole parce que l'Union africaine, en fait, a brillé grâce justement à des Guinéens. Et donc, il y a un problème de fond que je voudrais rappeler ici qui est plutôt historique. Il y a d'ailleurs des similitudes avec le Togo. Je pense que la plupart des partis d'opposition de Guinée aujourd'hui considèrent que leur lutte doit se faire dans un cadre, entre guillemets, démocratique, ce qui est tout à fait légitime. Mais il y a un problème simple que nous avons aussi au Togo. Quel que soit celui qui est à la tête de l'État, le système guinéen, comme le système togolais, est un régime militarisé. J'insiste sur ce mot, militarisé. Vous avez des militaires qui sont en back-office, comme on dit en anglais, qu'on ne voit pas, mais qui tirent des ficelles. En droit, ça se manifeste par l'absence de séparation des pouvoirs, comme l'a tout à fait justement dit mon prédécesseur. Donc, pas de justice, mais par définition, l'État ne peut pas fonctionner. La voix du peuple, le mandat du peuple, ne peut pas trouver un espace pour être représenté. Et alors, comment on résout ce problème? Ce n'est pas en continuant à avoir, je pense, plusieurs partis qui espèrent tous pouvoir gagner aux prochaines élections, qui pour le moment ne sont pas à l'horizon en termes de date et qui sont repoussés dans le terrain. Alors moi, je pense qu'il faut faire un effort des deux côtés. Si on ne peut pas attendre grand-chose du pouvoir en place aujourd'hui, il faut quand même que l'opposition trouve un moyen de trouver une sorte de coordination au moins transitoire, parce que si les voix sont dispersées en termes d'individus, il ne faut pas commettre cette erreur que l'on fait aussi au Togo. Il faut arriver vers un contrat social commun de l'opposition. Sonko l'a compris au Sénégal et quelque part, la population lui a donné raison et l'a massivement plébiscité. Je pense que c'est vers cette approche-là qu'il faut aller, même si ce travail collectif, commun, doit s'exécuter pendant un certain temps ou une période, disons, transitoire. Pourquoi c'est très important? Parce que le monde s'organise, le monde extérieur, à la Guinée et à l'Afrique, s'organise dans des grands blocs aujourd'hui. Nous ne pouvons plus continuer à faire comme si ces petits États-nations que nous sommes, nous sommes des héritiers de frontières coloniales, il faut jamais l'oublier.
donc ces pays, ces nations vont continuer à fonctionner sur une base de la démocratie. Ça peut au contraire même créer le source de problème. Et en profite qui? D'abord, les anciens systèmes, comme on a vu au Sénégal, mais c'est le même cas en Guinée, et surtout, un nouvel acteur qui était censé se plier, en fait, au système républicain, c'est-à-dire les militaires. Et nous assistons, en fait, à l'inverse. Il y a, en fait, en apparence, une représentation. Il se trouve qu'en Guinée, c'est encore un militaire qui est là, et qu'en fait, derrière, est-ce qu'il est en otage? Est-ce qu'il soutient? Il a fait hommage à Sékou Touré, très bien, mais Sékou Touré n'est pas connu que pour des belles choses. Il suffit de se rappeler les camps Boirou. Donc, tous ces éléments mis ensemble, c'est un régime militarisé. Donc, la lutte se positionne, en fait, contre un régime militarisé pour le ramener vers un régime républicain et donc, si possible, civil. Et tous ces éléments maintenant, séparation des pouvoirs, tout ce qu'on a pu dire, pourront se mettre en place. Et tant que, je crois, cet espace-là, ou cette façon de voir d'un projet ou un contrat social avec le peuple guinéen commun ne peut pas se mettre en place, sur lequel les voix aujourd'hui de l'opposition, toutes valables d'ailleurs, ne peuvent pas on va pas tous les mettre ensemble, mais au moins une grande majorité, je pense que le peuple guinéen lui-même aura des problèmes pour soutenir. Ce point est tellement important que ce qui me désole, c'est qu'il y a des martyrs dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont jamais de justice. Il y a une justice qui est en cours, qui traîne en longueur et personne ne voit la fin. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Qu'on n'arrive pas à identifier les responsabilités. Et c'est le même problème que nous avons au Togo ou ailleurs. L'impunité. Et c'est seulement une approche commune avec un contrat social avec le peuple qui permet de toucher ça. J'appelle ça la démocratie de la honte. Il faut nommer les gens qui volent. Il faut nommer les gens corrompus. Il faut faire des procès pour qu'ils remboursent une partie au moins de ce qu'ils ont pu prendre à l'étranger ou sont partis à l'étranger avec cela. Et c'est là que le bas blesse. Donc, je résume simplement en disant non, nous avons un soutien tout à fait légitime pour cette Guinée et nous espérons vivement que quels que soient les partis politiques, quelles que soient les dissensions qui sont passées, vraiment l'importance du peuple guinéen me tient à cœur et vraiment c'est pas les ethnies qui peuvent poser problème aujourd'hui dans la situation où on est. D'accord. On va voir ce que pense également le Sénégalais dans cette émission, Alphonse Dialeng Diédiou. Vous avez suivi l'homme politique Souleymane Konaté depuis Guinée-Conakry. Il est membre de cette grande coalition, l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, qui exige toujours le retour à l'ordre constitutionnel, puisque en Guinée-Conakry, la transition militaire, ça joue pas. Donc, le général Mamadi Doumbouya a dissous le gouvernement, mais a reconduit pas mal de ministres dans le nouveau gouvernement. Que direz-vous par rapport à cette situation en Guinée-Conakry, Alphonse Dialeng Diédiou? Tout ce qui se passe en Guinée-Conakry, aussi bien qu'au Togo, nous interpelle beaucoup en tant que patriotes africains, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de sortie de crise individuelle d'un seul pays de la sous-région et que les autres continuent à vivre des situations qui sont innommables. Donc, nous sommes très solidaires des peuples frères guinéens et togolais. Je dis tout simplement que il y avait un vent d'espoir par rapport à des régimes comme celui du Mali, celui du Burkina, celui du Niger et dans une certaine mesure celui de Guinée. Mais ce que nous, à titre personnel, je parle ici en mon nom personnel, ce que nous entrevoyons n'est pas très rassurant, très encourageant, et nous nous inquiétons beaucoup de ce que vivent les Guinéens. Nous savons que la Guinée est un pays très riche en ressources naturelles et qu'il est temps vraiment que tous ces déstabilisations politiques à répétition puissent cesser, stopper, pour qu'on se concentre sur vraiment la création d'une économie forte en Guinée qui pourra être utile
non seulement pour les Guinéens, mais pour tous les peuples de la sous-région. En tout cas, moi, j'appelle les Guinéens à continuer leur mobilisation, à continuer leur lutte, vraiment pour qu'ils puissent stabiliser leur pays et se consacrer au développement socio-économique. Tout à fait. En tout cas, si vous avez bien écouté Souleymane Konaté, il dit que le peuple guinéen s'inspire maintenant de cette victoire de Bassirou Diomaye Faye, un jeune à la tête du Sénégal. Ils vont lancer très bientôt une mobilisation générale là aussi en Guinée-Conakry. Alors, Souleymane Konaté, une dernière question sur la Guinée-Conakry. Visiblement, le général Mamadi Doumbouya, qui, selon certains Guinéens, a opéré beaucoup de changements, surtout dans le secteur de la corruption, il est plutôt très critiqué par les politiques. Depuis que le général Mamadi Doumbouya est au pouvoir, sans langue de bois, on sait qu'il y a une restriction de l'espace civique. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop, quand même, vous politiques, dans des critiques qui sont souvent d'autres politiques? Souleymane Konaté, pour ajouter, on parle aussi de l'adoption législative des accords du projet Simandou, mais des exceptions suspectes qui interrogent sur la transparence de ces accords. Souleymane Konaté. Bien sûr, aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le général Mamadi Doumbouya s'était positionné comme étant un homme anti-système, quelqu'un qui lutte contre la corruption et qui avait pour ambition, n'est-ce pas, de mettre la justice au cœur du processus de transition pour permettre aux Guinéens, n'est-ce pas, de bénéficier des demandes financières, n'est-ce pas, suite à l'exploitation des richesses, des ressources du pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, il peut pas expliquer ça aux Guinéens. Son régime est devenu corrompu en l'espace de deux années seulement. Il y a des gens qu'on a connus par le passé, aujourd'hui ils sont aux affaires, ils sont détenteurs de milliards dans leur compte bancaire. Ça a été démasqué par un travail de l'inspection générale des finances, mais malheureusement personne parmi eux n'a été poursuivi. Jusqu'à présent, ils continuent à mener la belle vie. Je disais tout à l'heure que le dernier scandale à date, c'est le projet Simandou dont vous faites allusion, seulement que le bon d'entrée, ça vous fait 270 millions de dollars américains. L'argent s'est volatilisé. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire qu'est-ce qu'on a fait de cette manne financière. Il y a beaucoup de cas comme ça dans le pays, des cas de marché de gré à gré, passé en violation de toutes les dispositions légales à la matière. Et ça aussi, ça a été dénoncé. L'ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a lui-même dénoncé, n'est-ce pas, les failles de la justice, a dénoncé la corruption qui gangrenait l'ancienne équipe gouvernementale. Mais le général Mamadi Doumbouya n'a rien fait. Lui-même, plusieurs de ses collaborateurs à la présidence de la République sont éclaboussés par des scandales financiers à répétition. Mais jusque-là, la justice ne se bouge pas et le général n'arrive pas à se libérer de toutes ces personnes corrompues qui continuent à maintenir le peuple dans la précarité économique et sociale. Voilà la situation aujourd'hui en République de Guinée. Nous ne dénonçons pas pour le simple plaisir de dénoncer. Je vous rappelais tout à l'heure que les 2 dernières années, il y a plus de 29 000 jeunes qui sont sortis du pays, aller à la soit en Méditerranée ou passer par le Nicaragua pour aller aux États-Unis. Des jeunes gens qui avaient quand même des activités ici, mais les 2 années de transition les ont ramenés quasiment à zéro. Donc, ils sont obligés de se jeter à la mer pour aller essayer de rechercher le bonheur en Occident. 29 000 jeunes, ce n'est pas quand même rien. Tout ça parce que la gouvernance ne rassure quasiment pas. Là, avec la dissolution du gouvernement, beaucoup avaient estimé qu'on allait rectifier la gestion, on allait changer beaucoup de choses. Mais le fait de reconduire les ministres conflictuels, des ministres qui sont éclaboussés par des scandales financiers à répétition, ça montre au peuple de Guinée que le général n'a que faire de notre souffrance. Alors qu'aujourd'hui, c'est une réalité, les Guinéens nous souffrons énormément. Alpha Condé, on va tout le reprocher, mais le secteur de l'électricité, il était arrivé à obtenir des résultats gigantesques. On avait le délestage faisait partie des souvenirs chez les Guinéens. Aujourd'hui, ça reprend de plus belle. Au moment où je vous parle, on fait cette émission dans l'obscurité parce que tout simplement, depuis 7 heures du matin, nous n'avons pas de courant. Et pendant ce temps, les Guinéens n'arrivent pas à joindre le debout. Le pouvoir d'achat se rétrécit. Ils sont nombreux, les Guinéens, aujourd'hui, qui font 3, 4, 5 sauces, la même sauce, et qui mettent au frigo, c'est ce qu'ils consomment 5 jours. Si vous n'avez pas d'électricité, naturellement que ces aliments vont se détruire. Donc aujourd'hui, la faim existe en Guinée, malgré toutes les richesses que nous disposons. La Guinée, c'est le pays qui produit 110 millions de tonnes de bauxite. Et c'est des milliards de dollars liés à cette activité. Rien que dans la vente de l'or, le ministre des Mines et de la Géologie nous informait que l'année dernière, ils ont pu encaisser 1,7 milliard de dollars américains, rien que dans la vente de l'or. Mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette manne financière? Les Guinéens, comme je le disais, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'infrastructure scolaire. Les enfants dans les salles de classe sont obligés de s'asseoir 3, 4 par banc,
Pendant ce temps, on vous dit que le pays dispose de tout. Il y a beaucoup de richesses. Moi, la fois dernière, j'étais en mission à l'intérieur du pays. Vous rencontrez des jeunes dames qui sont arrivées à terme, des femmes enceintes qui sont arrivées à terme, mais ils sont obligés à faire 45-50 kilos pour aller dans les centres urbains pour aller accoucher. Il y a beaucoup qui accouchent entre leur village et ce centre urbain-là. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de structure sanitaire, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a rien pratiquement. Nous disons qu'on ne peut pas continuer à supporter ce genre de choses. Il faut que les Guinéens s'organisent. Ça, c'est naturellement au bénéfice de tout le monde. Parce que si on continue comme ça, les militaires s'enrichissent tous les jours. Quand vous sortez pour réclamer vos droits, ils n'hésitent pas à tirer à bout portant sur la population. Aujourd'hui, des réclamations, même pas celles liées à la politique, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, on continue à tuer dans les rues de Conakry. Le dernier cas en date, c'est qu'il y a une région du pays. Les jeunes sont sortis pour réclamer, n'est-ce pas, l'électricité, parce que beaucoup sont dans des activités génératrices de revenus. Ils sans l'électricité, ils gagnent pas leur pain quotidien. Ils demandaient juste le courant 4 heures de temps pour leur permettre de travailler et subvenir aux besoins de leur famille. 5 parmi eux sont tombés du fait de cette réclamation. Dommage. Des jeunes gens non armés qui réclament l'accès aux services sociaux de base, on vient les tirer à bout portant. Et derrière la justice, malheureusement, ça ne suit pas. L'une des maladies aujourd'hui de notre pays, c'est cela. La justice de notre pays est devenue totalement inféodée à l'exécutif et est devenue une arme efficace pour traquer, arrêter et mettre en prison ceux-là qui dénoncent la gouvernance, ceux-là qui dérangent la gouvernance, au lieu de travailler pour l'intérêt commun. Quoi qu'on le dise aujourd'hui, si on salue aujourd'hui la prouesse de la jeunesse sénégalaise, si on salue aujourd'hui ce qui est arrivé au Sénégal, parce qu'il y a eu des institutions fortes dans le pays, malgré la volonté de Macky Sall, malgré la volonté de son gouvernement et tous ces valets civils qui voulaient l'accompagner, n'est-ce pas, dans le cadre de la confiscation du pouvoir, arrivé à un moment, la Cour constitutionnelle a dit stop. La République d'abord. Mais chez nous, malheureusement, nous n'avons pas encore ces institutions-là. Le président de la République est le seul capitaine à bord du navire. C'est lui qui décide du timing, c'est lui qui décide de tout et personne dans le système ne peut lui dire de s'arrêter. Donc, on parlait tout à l'heure des religieux. Nous saluons les religieux sénégalais parce qu'à un moment donné, les chrétiens au Sénégal, ça fait 5%, n'est-ce pas, de la population. Mais à un moment, ils ont été les premiers à dire stop, on ne suit plus. Les autres sont venus s'accorder sur cette position. Mais en Guinée, les religieux, beaucoup plus courent plus pour remplir le ventre que de servir, n'est-ce pas, les valeurs de liberté, de démocratie, mais surtout de promotion d'un état de droit. C'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays. La justice ne suit pas et malheureusement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont obligés de quitter le pays à la recherche d'un bonheur ils n'arrivent pas à trouver dans leur pays. Tout à fait. En tout cas, c'est très, très inquiétant. Soutien total au peuple guinéen. La lutte doit continuer. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.